Bonjour, je m'appelle Chase Steele. J'ai 31 ans. Et si vous demandez à n'importe qui à Miami, en Floride, on pourrait vous dire que je suis un millionnaire de la gastronomie. Une étoile qui s'est élevée depuis un food truck et a conquis le monde avec des saveurs mexicaines audacieuses. Mais si vous me demandez, je rirai, secouerai la tête et dirai que je suis un type ordinaire, autrefois considéré comme un raté par ma famille. Toujours mis à l'écart, jamais vraiment vu. Mon histoire ne commence pas par des lumières clignotantes ou des gros titres élogieux. Elle débute dans un lieu beaucoup plus modeste, une petite cuisine à Robstown, Texas, où l'odeur des piments séchés, de la coriandre et de l'amour de ma grand-mère a allumé un feu dans mon cœur. J'ai grandi à Corpus Christi, Texas, dans une famille que l'on qualifierait d'intellectuelle. Mon père, Anthony Steele, était un interniste réputé, le genre d'homme dont la présence imposait le silence dans une pièce et l'attention. Grand avec une voix profonde et posée, il portait l'autorité de quelqu'un qui savait qu'il avait le contrôle. Ma mère, Carol Steele, était chargée de cours en littérature anglaise à l'université, avec des yeux perçants et une façon de parler qui donnait l'impression que chaque mot était disséqué. Pour tous les autres, ils formaient un couple parfait, construisant une famille exemplaire avec 3 enfants. Moi, ma sœur cadette, Paige, et mon frère cadet, Eric. Paige, 3 ans de moins que moi, était l'enfant d'or. Intelligente, belle, obtenant toujours d'excellentes notes et rêvant de devenir avocate. Eric, 5 ans plus jeune, avait hérité du calme de notre père avec une passion pour la médecine qui le poussait à disséquer des jouets pour les diagnostiquer dès son plus jeune âge. Et moi, j'étais l'original, l'épine dans le pied de mes parents, celui que l'on comparait toujours et qui n'était jamais assez bien. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que j'étais différent. Pendant que Paige et Eric étudiaient assidûment, je me faufilais dans la cuisine, volant la farine de ma mère pour essayer de faire des tortillas. Je ne me souviens pas du moment exact où je suis tombé amoureux de la cuisine, mais je me souviens vivement des étés chez ma grand-mère Teresa à Robstown. Sa maison était un lieu magique, un monde à part de la maison froide et oppressante de Corpus Christi. Sa cuisine était toujours remplie d'arômes, de piments guillots rôtis, de coriandre fraîchement haché, de tortillas de maïs grésillant sur une poêle en fonte. Ma grand-mère, avec ses cheveux argentés soigneusement attachés et un sourire chaleureux, m'appelait toujours son petit chef. Elle était mexicaine, élevée dans une petite ville près de la frontière, et ses histoires d'enfance de repas familiaux bondés me captivaient. Chaque été, quand mes parents étaient occupés par leur travail, ils nous envoyaient, mes frères et sœurs et moi, passer du temps avec elle. C'étaient les mois les plus libres de ma vie. Je me souviens encore de me tenir sur un vieux tabouret en bois, remuant un pot de molle poblano sous ses instructions, mes petites mains couvertes de chocolat et de sauce pimentée. Elle m'a appris à choisir les piments séchés, à les sentir pour savoir quand ils étaient parfaitement grillés, comment équilibrer le piquant, la douceur et l'acidité dans un plat. Chase, tu dois cuisiner avec ton cœur, disait-elle, posant sa main sur sa poitrine, ses yeux pétillants. Un bon plat ne nourrit pas seulement l'estomac, il nourrit l'âme. Mais de retour à Corpus Christi, personne ne comprenait ma passion. Mes parents avaient de grands projets pour nous. Mon père voulait que je devienne médecin comme lui, ou au moins avocat comme Paige était préparé à l'être. Ma mère rêvait de me voir sur un podium universitaire comme elle. Chaque fois que je mentionnais la cuisine, mon père ricanait et ma mère soupirait comme si j'avais dit quelque chose de stupide. La cuisine, c'est pour les chefs embauchés, Chase, m'a dit un jour mon père, sa voix débordant de déception. Tu as besoin d'une vraie carrière, quelque chose qui impose le respect. Ces mots, bien que je n'ai que 12 ou 13 ans, se sont gravés dans mon esprit comme une cicatrice qui ne guérissait jamais. Paige et Eric, les enfants obéissants, suivaient toujours les souhaits de nos parents. Paige était si brillante qu'elle a été invitée à parler lors de la remise des diplômes de son collège, et Eric a remporté un concours scientifique avec un modèle en argile d'un cœur humain. Moi, je n'avais pas d'accomplissement notable, du moins pas aux yeux de mes parents. Mes notes étaient moyennes et je me faisais souvent surprendre en train de rêvasser en classe, pensant à ajouter de la cannelle à la sauce enchilada ou à rendre les tamales plus tendres. Chase, pourquoi ne peux-tu pas être comme Paige ou Eric, m'a un jour demandé ma mère, la voilasse. Je n'ai pas répondu, mais intérieurement, j'ai souffert. Je ne voulais pas être comme eux. Je voulais être moi-même, mais être moi-même ne semblait jamais suffisant. Ces étés avec ma grand-mère étaient mon salut. Là, je n'étais ni comparé ni jugé. Elle me laissait expérimenter librement, échouer librement. Une fois,
j'ai ruiné un pot entier de pozole en ajoutant trop de sel, et au lieu de me gronder, elle a juste ri et dit que l'échec était la meilleure façon d'apprendre. Chaque erreur te rapproche du plat parfait, a-t-elle dit, me serrant dans une chaude étreinte. Ces étreintes, parfumées d'un léger parfum et d'épices, m'ont accompagné, même quand les choses ont pris une tournure plus sombre par la suite. Mais même ces étés avaient un prix. Rentrer à la maison signifiait affronter le silence glacial de mes parents. Ils ne me demandaient jamais ce que je faisais chez grand-mère, ne se souciaient jamais des plats que je décrivais avec empressement. Une fois, j'ai rapporté une assiette de tacos que j'avais fait, espérant qu'ils les essaieraient et me féliciteraient. Mon père les a jetés un regard et a dit, ça ressemble à quelque chose d'un dîner bon marché. Avant de se détourner, ma mère a dit, Chase, tu devrais te concentrer sur tes études au lieu de ces jeux. Paige et Eric, bien qu'ils n'aient rien dit, n'ont jamais non plus goûté ma nourriture. Ils étaient trop occupés par leurs rêves prestigieux, et pour eux, j'étais juste leur grand frère bizarre sans avenir. L'écart entre moi et ma famille s'est creusé. À 16 ans, mes parents ont commencé à parler de l'université, insistant pour que je choisisse une école de médecine ou de droit. Ils apportaient des guides, des tests d'aptitude professionnelle, et planifiaient mon avenir comme si je n'avais pas mon mot à dire. J'ai essayé de leur expliquer que je ne voulais pas être médecin ou avocat, que je voulais ouvrir un restaurant et partager la cuisine de ma grand-mère avec le monde. Mais chaque fois que je parlais, ils me coupaient la parole. Ne sois pas ridicule, Chase, a dit mon père, sa voix impérative. La cuisine n'est pas une carrière. Tu as besoin de quelque chose de stable, quelque chose qui rend la famille fière. La fierté familiale? Ces mots étaient comme une lame me tailladant à chaque fois que je les entendais. Je me demandais s'ils seraient un jour fiers de moi, des plats que je préparais, des sourires que je voyais sur le visage de ma grand-mère quand je réussissais une recette. Ou était-ce juste un rêve d'enfant d'un gamin inconscient? Mon enfance s'est déroulée ainsi, prise entre deux mondes. L'un rempli d'amour et de liberté dans la cuisine de ma grand-mère, et l'autre rempli de pression et de jugement à la maison. J'ai appris à garder ma passion pour moi, ne la partageant qu'avec ma grand-mère, la seule personne qui me comprenait. Mais au fond, je savais qu'un jour je devrais faire face à la vérité. Pour poursuivre mon rêve, je devrais tout sacrifier. Ma famille, ma sécurité, et l'endroit que j'appelais autrefois chez moi. À 18 ans, tout a changé. Ce fut le moment où j'ai pris la plus grande décision de ma vie. Un choix qui a conduit ma famille à me renier et m'a propulsé dans un voyage à la fois douloureux et radieux. Bien que qualifié de raté, bien qu'écarté, je n'ai jamais cessé de croire au feu que ma grand-mère avait allumé dans mon cœur. Ce feu m'a guidé à travers les jours les plus sombres, me menant à une lumière que ma famille n'avait jamais cru que j'atteindrais. Cet été-là, je venais d'obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires. Pendant que mes amis étaient occupés à postuler dans des universités prestigieuses, je m'asseyais dans ma chambre, regardant la pile de documents d'admission à l'université que mes parents avaient laissés sur mon bureau. Des guides épais, des brochures sur les écoles de médecine et de droit, et des promesses d'un avenir stable m'étouffaient. Mes parents avaient un plan. J'étudierais la médecine ou le droit, j'obtiendrais un diplôme prestigieux et je ferais partie de l'héritage familial des styles. Mais chaque fois que je regardais ces papiers, je voyais la cuisine de ma grand-mère, j'entendais ses rires et je sentais l'odeur des piments rôtis et des tortillas de maïs grillés. Je savais que je n'appartenais pas à une clinique ou à un tribunal. J'appartenais à une cuisine, à créer des plats qui faisaient sourire les gens, comme ma grand-mère l'avait fait pour moi. La décision de refuser l'université n'était pas un choix impulsif. Elle s'était développée au fil des années à travers les secousses déçues de mon père, les soupirs de ma mère, et les regards froids de Paige et Eric. J'en avais assez d'essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Je voulais vivre en accord avec moi-même, transformer ma passion pour la cuisine en carrière, même si cela signifiait défier toutes les attentes de ma famille. L'idée d'un food truck a commencé à prendre forme dans mon esprit. Je me voyais conduire un vieux camion déglingué peint en rouge vif comme des piments séchés, parcourant les environs pour vendre des tacos et des enchiladas infusés de l'essence de ma grand-mère, mais réimaginés à ma manière. Ce n'était pas juste un travail. C'était un rêve, un moyen de garder ma grand-mère vivante dans chaque plat. Mais parler de ce rêve à mes parents était un autre défi. Je savais qu'ils ne comprendraient pas. J'ai repoussé cela pendant des mois, laissant la peur et l'espoir lutter en moi. Finalement, un soir d'août, lors du dîner familial, j'ai rassemblé tout mon courage. Mon père était assis en tête de table, parlant d'une prochaine conférence médicale.
Ma mère coupait lentement son steak comme si elle analysait chaque fibre. Paige et Eric étaient assis en face de moi, mangeant en silence, mais je savais qu'ils écoutaient. J'ai pris une profonde inspiration, posé ma fourchette, et dit, je ne veux pas aller à l'université. Je veux ouvrir un food truck pour vendre de la cuisine mexicaine. Je veux être chef. La pièce devint silencieuse. La fourchette de ma mère se figea en l'air. Mon père leva les yeux, ses yeux perçants comme des couteaux. Paige haussa un sourcil, et Eric me regarda comme si je venais d'annoncer que je m'envolais pour Mars. « Que as-tu dit, Chase ?» demanda mon père, sa voix si basse qu'elle me fit frissonner. Je me répétais, essayant de garder ma voix stable. Je veux ouvrir un food truck. Je veux cuisiner, faire de la cuisine mexicaine. C'est ce que j'aime. Ma mère rit, mais ce ne fut pas un rire joyeux. C'était sec, plein de sarcasme. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu veux abandonner l'université pour vendre de la nourriture dans la rue comme un colporteur? Mon visage rougit, mais je n'ai pas reculé. Ce n'est pas du colportage. C'est ma passion. Je veux faire ce que j'aime comme grand-mère. Évoquer ma grand-mère fut une erreur. Mon père frappa sa main sur la table, faisant trembler les assiettes. Ne mélange pas ma mère là-dedans, Chase, rugit-il. Elle aimait peut-être cuisiner, mais elle n'a jamais sacrifié son avenir pour courir après quelque chose de futile. Qu'est-ce que tu crois faire? Ruiner ta vie? J'ai essayé d'expliquer, en parlant des plats de ma grand-mère, de la façon dont ils me faisaient me sentir vivant et de mon rêve de les partager avec d'autres. Mais mon père n'a pas écouté. Ma mère non plus. Il me regardait comme si j'étais un enfant stupide qui ne savait pas ce qu'il disait. Tu n'iras nulle part avec ce food truck, dit ma mère, sa voix glaciale. Tu échoueras, et tu regretteras de ne pas nous avoir écoutés. Paige, qui parlait rarement pendant les disputes, intervint. Chase, es-tu sûr? Je veux dire, tu es bon en cuisine, mais ce n'est pas une vraie carrière. Eric hocha la tête, sans rien dire. Je les regardais, mes jeunes frères et sœurs, avec qui j'avais joué et partagé des étés, prenant maintenant le parti de nos parents, me voyant comme un étranger. La dispute dura des heures, mais n'aboutit à rien. Mes parents déclarèrent que si je refusais l'université, ils me coupaient tout soutien financier. Tu veux nager tout seul? Très bien, dit mon père, la voix épaisse de colère. Mais ne t'attends pas à ce que nous soyons là quand tu te noieras. Ma mère était plus douce, mais ses mots me blessaient davantage. Chase, nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais si tu choisis cette voie, tu es seul. Je quittai la table du dîner le cœur lourd. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit, fixant le plafond, me demandant si je faisais une erreur. Mais ensuite, j'ai pensé à ma grand-mère, à son sourire, et à la façon dont elle croyait en moi. Je ne pouvais pas abandonner. Je ne voulais pas vivre une vie qui n'était pas la mienne. Quelques jours plus tard, j'ai fait mes valises, n'emportant que quelques vêtements, quelques économies de mes petits boulots et un rêve brûlant. Ce jour-là, j'ai officiellement commencé mon voyage. Je n'ai pas dit au revoir à mes parents, non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je savais qu'ils s'en ficheraient. Paige et Eric ressentaient probablement la même chose. Ils me verraient comme un conte d'avertissement, une mise en garde contre la défiance du plan familial. Mais une personne n'a pas abandonné en moi. Ma grand-mère. Elle m'appelait régulièrement après mon départ de la maison. Sa voix chaleureuse au téléphone me semblait une étreinte à distance. Mon petit chef, tu fais la bonne chose, dit-elle. Ne laisse personne éteindre ton feu. Ces appels étaient la seule lumière dans ces premiers jours difficiles. J'ai dépensé toutes mes économies, emprunté à des amis du lycée et reçu une contribution importante de ma grand-mère pour acheter un vieux camion de 8 000 $. Je l'ai peint en rouge vif et j'ai parcouru Corpus Christi, vendant des tacos et des tamales depuis le petit espace à l'arrière. Chaque plat était un fragment du souvenir de ma grand-mère, et chaque sourire de client me rappelait que j'étais sur la bonne voie. Mais ma famille ne voyait pas les choses ainsi. Juste un mois après mon départ, mes parents m'ont appelé et ont officiellement coupé tout contact. Ils ont dit qu'ils ne répondraient pas aux SMS, ne décrocheraient pas le téléphone, ni n'apporteraient aucun soutien financier jusqu'à ce que je retourne à l'université. Paige et Eric n'étaient pas différents. Je suis devenu un nom effacé des histoires familiales, comme si je n'avais jamais existé.
Un ami qui vivait à proximité m'a dit que mon père avait dit aux voisins que j'étais l'enfant rebelle, choisissant de vivre comme un sans-abri. Ces mots blessaient plus que n'importe quelle blessure que j'avais jamais ressentie. Mais je ne les ai pas laissés me vaincre. J'avais ma grand-mère, mon rêve, dans ce camion rouge vif. Un feu qui ne s'est jamais éteint. Les mois qui suivirent furent une série de défis. Je travaillais 18 heures par jour à cuisiner, à conduire, à trouver des places de parking, et à apprendre le marketing à partir de zéro. Certaines nuits, je dormais dans le camion, l'odeur des épices s'accrochant encore à mes vêtements. Certains jours, je ne vendais que quelques repas, pas assez pour couvrir l'essence. Mais chaque fois que je voulais abandonner, j'entendais la voix de ma grand-mère dans ma tête. Cuisine avec ton cœur, Chase. Et j'ai continué. Ce voyage n'a pas été facile, mais c'était le mien. J'avais choisi ce chemin. Et bien que renié par ma famille, bien qu'étiqueté comme un raté, je savais que je vivais en accord avec moi-même. Debout près de ce camion rouge avec l'odeur des piments et de la coriandre dans l'air, je me sentais vivant. Vraiment vivant pour la première fois de ma vie. Je ne savais pas qu'un an plus tard, une grande perte surviendrait, bouleversant encore une fois mon monde. Un an s'était écoulé, et la vie sur la route avec mon food truck était une chaîne infinie de longues journées. Je me levais à l'aube, préparais les ingrédients, cuisinais, conduisais vers des coins de rue animés de Corpus Christi, et vendais des assiettes de tacos, de tamales, ou des bols fumants de pozole. Certains jours, les clients faisaient la queue, louant ma nourriture, me faisant rayonner comme un enfant recevant un compliment. D'autres jours, la pluie tombait sans relâche. Le monde semblait se retourner contre moi, et je ne vendais que quelques repas, juste assez pour acheter plus de piments et de maïs. Pourtant, chaque fois que je soulevais le couvercle d'un pot de molle, inhalant le mélange de chocolat et de piment séché, je pensais à ma grand-mère, et chaque difficulté semblait disparaître. Elle était la seule à croire en moi, la seule lumière dans ces journées solitaires. Mon 19e anniversaire est arrivé lors d'une journée étouffante et insupportable à Corpus Christi. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Pas de fête, pas de gâteau, même pas un seul souhait d'anniversaire de mes parents, Paige ou Eric. Ils m'avaient effacé de leur vie comme une tache d'encre erronée à gommer. Je m'étais habitué à leur silence, ou du moins je me convainquais que j'y étais habitué. Je prévoyais de me faire plaisir avec un simple repas dans le camion, peut-être une assiette de tacos fait maison et une bière fraîche, en regardant le coucher de soleil depuis le siège arrière. Mais cet après-midi-là, alors que je coupais de la coriandre dans la minuscule cuisine du camion, un camion de courrier est arrivé. Un petit paquet est arrivé, adressé à moi dans l'écriture penchée familière de ma grand-mère Teresa. Mon cœur s'est emballé. Elle avait toujours eu un moyen de me faire sentir aimé, même quand le monde se détournait. J'ai déchiré le paquet, révélant un vieux cahier relié en cuir, noué avec une fine ficelle. Une petite note s'en est échappée, écrite de sa main. Mon petit chef, ceci est un cadeau de mon cœur pour toi. Continue de cuisiner et n'oublie jamais qui tu es. Joyeux 19e anniversaire. Avec tout mon amour, ta grand-mère Teresa. J'ai ouvert le cahier et mon cœur a semblé s'arrêter. Chaque page contenait une recette méticuleusement manuscrite par elle. Du mole poblano que j'ai appris à 8 ans au réconfortant sopa de fideo qu'elle préparait chaque fois que j'attrapais un rhume. Certaines pages avaient des photos collées. Moi debout sur un tabouret en bois, le visage barbouillé de farine de maïs, souriant à pleines dents, ou elle me montrant comment rouler une tortilla. À la fin de chaque recette, elle écrivait de courtes notes comme des rappels. Ajoute un peu d'amour, Chase, ou ça a meilleur goût quand tu souris. Je me suis effondré sur le sol du camion, les larmes coulant sur mes joues. Ce n'était pas juste un cahier. C'était son monde, son amour pour moi. La preuve que je n'étais pas seul. Je l'ai appelée immédiatement, voulant la remercier, lui parler du camion et des clients qui aimaient ma nourriture. Le téléphone a sonné et sa voix est arrivée, aussi chaleureuse que le soleil d'été. Mon petit chef, s'est-elle exclamée quand elle m'a entendu. Aimes-tu mon cadeau? J'ai ri, lui disant comment j'avais lu chaque page, comment je pouvais presque sentir l'odeur des piments séchés sur le papier comme s'il portait le parfum de sa cuisine. Elle a ri de bon cœur, sa voix légèrement mais pleine de vie, me pressant d'essayer sa nouvelle recette de Chilrelno. Nous avons parlé pendant des heures de nourriture, de mes rêves, et de combien elle était fière d'entendre parler de mes journées chargées dans le camion. Tu t'en sors tellement bien, Chase, dit-elle doucement. Ne laisse personne éteindre ton feu.
Je ne savais pas que ce serait notre dernière conversation. Les jours qui suivirent virent Corpus Christi entrer dans sa saison touristique, avec des visiteurs affluents sur les plages du centre-ville. L'air vibrait d'énergie, le soleil doré se mêlant au son des vagues, de la musique et des gens qui s'appelaient. Mon food truck rouge vif est devenu un arrêt favori pour de nombreux touristes. Du petit matin à la fin de soirée, des files d'attente se formaient devant le camion, les gens attendant patiemment des tacos chauds et des tamales parfumés. L'arôme de la viande grillée, du maïs cuit à la vapeur et des épices mexicaines flottait dans l'air, attirant encore plus de clients. Je grillais, j'emballais, et j'annonçais les commandes, mes mains jamais inactives. La sueur coulait sur mes tempes, mais je ne me sentais pas fatigué. Chaque sourire satisfait, chaque compliment sincère me donnait l'énergie de continuer à servir. Puis, par une fraîche journée d'été, j'ai eu une journée de vente exceptionnelle. J'ai vendu tous mes ingrédients tôt, plus tôt que jamais. J'étais ravi, imaginant comment ma grand-mère rirait quand je le lui raconterais. Je l'ai appelé, désireux de partager cette petite victoire, de lui dire à quel point les clients adoraient mes tacos al pastor. Mais le téléphone a sonné sans réponse. J'ai appelé encore, puis une troisième fois. Toujours rien. J'ai envoyé un SMS, tapant un long message sur la journée, lui demandant si elle allait bien. Le message s'est affiché comme envoyé, mais aucune réponse n'est venue. Un sentiment de malaise s'est installé. Ma grand-mère ne manquait jamais mes appels. J'ai essayé de me rassurer, me disant peut-être qu'elle faisait une sieste ou qu'elle était au marché, mais l'anxiété grandissait comme un nuage noir au-dessus de mon esprit. Je ne pouvais plus attendre. J'ai fermé le camion, j'ai emballé mes affaires, et j'ai conduit directement à Ropstone. Le trajet de 4 heures semblait interminable, mais je n'étais pas fatigué. Je voulais juste la voir, entendre sa voix, et savoir qu'elle allait bien. Quand je suis arrivé, il faisait noir. Sa maison se dressait sous le clair de lune, mais aucune lumière n'était allumée. Elle se tenait froide et sans vie, comme une ombre sans âme. J'ai frappé, appelé son nom, mais seul le vent m'a répondu. Mon cœur battait fort, la peur me serrant la poitrine. J'ai couru chez la voisine, Rosa, de l'autre côté d'un petit champ. Rosa a ouvert la porte, ses yeux remplis de chagrin et de surprise en me voyant. « Chase, tu viens si tard ? » « Quelque chose ne va pas ?» a-t-elle demandé, posant une main sur mon épaule. « Je suis tellement désolé pour le décès de ta grand-mère. » Je me suis figé comme si le monde s'écroulait sous mes pieds. « Que veux-tu dire ? » « Où est ma grand-mère ?» ai-je demandé, incapable de croire ce que j'avais entendu. Les yeux de Rosa s'écarquillèrent. « Tu ne savais pas ? Ta grand-mère est décédée il y a 3 semaines. » Je suis resté là, comme transformé en glace. Ma grand-mère est morte il y a 3 semaines ? Pourquoi personne ne m'a-t-il dit ce qui s'est passé ? Rosa a commencé à expliquer. Ma grand-mère était tombée dans les escaliers en attrapant un bocal de piment séché sur une étagère haute. Sa tête a heurté le bord d'une table. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais la blessure à la tête était trop grave. Elle est décédée quelques heures plus tard. Mes parents avaient organisé ses funérailles. Rosa a dit qu'elle ne m'avait pas vu là et supposait que j'étais trop occupé pour y assister. Je ne savais pas qu'il te cachait ça, dit-elle, la voix étranglée. J'ai eu l'impression qu'on m'avait poignardé le cœur. Mes parents, Paige, Eric, aucun d'eux ne m'a parlé de la mort de ma grand-mère. Ils l'ont laissé partir sans un mot pour moi. Ils m'ont volé l'occasion de dire au revoir à la personne que j'aimais le plus. La douleur et la colère ont surgi comme un feu consumant tout en moi. Je voulais crier, casser quelque chose, mais je suis resté là, les larmes coulant, incapable de parler. Rosa m'a serré dans ses bras, mais son étreinte ne pouvait pas apaiser l'agonie qui déchirait ma poitrine. Cette nuit-là, je suis resté chez ma grand-mère. La maison, autrefois remplie de rire, d'épices et de son amour, était maintenant froide et heartbreakingly silencieuse. Je me suis allongé sur le canapé du salon où j'avais l'habitude de la regarder rouler des tortillas. Chaque coin renfermait des souvenirs. La poêle en fonte qu'elle utilisait pour le mol. Le bocal de piment séché sur l'étagère. La photo de nous de l'été où j'avais 10 ans. Je n'ai pas pu dormir. Toute la nuit, je suis resté là et j'ai pleuré, me souvenant des beaux jours passés avec elle. Son rire quand je ratais un plat, la façon dont elle m'appelait mon petit chef. Ses étreintes chaleureuses parfumées de parfum et de coriandre.
J'ai serré le cahier qu'elle m'avait donné, lisant chaque ligne comme si cela pouvait la ramener. Le lendemain matin, j'ai visité sa tombe. Rosa m'a montré le chemin vers une petite colline où mes parents l'avaient enterrée. La tombe était simple, une pierre tombale gravée de son nom. Teresa Maria González. Je me suis agenouillé, posant ma main sur la terre froide, et j'ai sangloté. Je me suis excusé de ne pas avoir été là quand elle avait besoin de moi, de ne pas savoir qu'elle était partie, de ne pas avoir dit un dernier merci. Je lui ai parlé du camion, des ventes réussies, de la façon dont je cuisinais encore ses recettes. Mais mes mots n'étaient que des murmures dans le vent, incapables de l'atteindre plus. La colère contre ma famille brûlait toujours en moi. Il ne m'avait pas seulement renié. Il m'avait privé de la chance de dire au revoir à ma grand-mère. J'ai appelé ma mère, mon père, Paige et Eric. Personne n'a répondu. Les longs bips des appels sans réponse me poussaient au bord de la folie. Je suis retourné au camion, le cahier de ma grand-mère à côté de moi comme un compagnon. J'ai lu ses recettes, ses mots, et j'ai senti sa présence dans les plats, dans l'odeur des piments et de la coriandre. Mais la douleur de la perdre, d'être rejeté par ma famille, a laissé une cicatrice qui ne guérirait jamais. J'ai juré de ne pas les laisser me vaincre. Je continuerai à cuisiner, à vivre mon rêve, non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour honorer ma promesse à ma grand-mère. Dans les jours qui ont suivi la mort de ma grand-mère, j'étais comme un animal blessé, me retirant silencieusement dans mon food truck rouge. Corpus Christi ne ressemblait plus à une maison, juste un endroit où je travaillais, où j'essayais de transformer mon rêve en réalité. Chaque matin, je me levais à 4 heures, préparant les ingrédients, roulant les tortillas, rôtissant les piments séchés et cuisant des pots de mol selon les recettes de ma grand-mère. Je les modifiais légèrement, ajoutant une pincée de cannelle ou allégeant les piments pour s'adapter aux goûts américains, mais je gardais toujours son âme dans chaque plat. Chaque assiette de tacos, chaque bol de pozole était un rappel que je faisais ce qu'elle voulait, cuisiner avec mon cœur. Mais le voyage était loin d'être facile. Lancer un food truck était une bataille, et j'étais un jeune de 19 ans sans expérience, sans argent, et sans soutien. J'ai dû tout apprendre. Comment choisir des emplacements à forte affluence, comment fixer le prix des ingrédients pour éviter les pertes, comment sourire aux clients même quand mon cœur se brisait. Certains jours, je conduisais pendant des heures pour trouver un bon endroit pour me garer, seulement pour être chassé par la sécurité pour manque de permis. J'ai demandé des permis mais j'ai été rejeté pour des raisons vagues où j'ai été confronté à une concurrence acharnée d'autres food trucks, certains prêts à jouer sale pour garder leur place. Une fois, je me suis garé près d'un marché nocturne, espérant une grosse journée. Mais à la fin, j'ai trouvé mon pneu crevé et un autre propriétaire de camion m'a souri au loin. Je n'avais aucune preuve, aucun recours. Alors, j'ai serré les dents, remplacé le pneu, et dépensé presque tous les gains de la semaine. Les difficultés n'étaient pas seulement logistiques. Pendant les grandes fêtes, la solitude me frappait plus fort que jamais. Ma grand-mère étant partie, je n'avais personne avec qui partager, personne vers qui me tourner quand j'étais épuisé. Je voyais des photos de famille sur les réseaux sociaux. Thanksgiving, Noël, les anniversaires de Paige ou d'Eric. Ma famille souriant, posant, et postant sur le compte de Paige. Ils se réunissaient, mangeaient, et levaient leurs verres comme si je n'existais pas. Aucune invitation, aucun SMS. Ça me transperçait le cœur comme 1000 aiguilles. J'ai commencé à tenir un autre carnet, pas le livre de recettes de ma grand-mère, mais un pour enregistrer les fois où ma famille m'oubliait. Thanksgiving 2016, pas d'invitation. Noël 2017, pas de message. Anniversaire de Paige 2018, pas d'appel. Chaque entrée était une coupure, mais je ne pouvais pas m'arrêter d'écrire. C'était ma façon d'affronter la douleur, de transformer la blessure en carburant. Je me disais que s'il n'avait pas besoin de moi, je me tracerais mon propre chemin. Malgré les difficultés, il y avait des éclairs de lumière. Un jour, une femme âgée s'est arrêtée à mon camion et a goûté mes enchiladas. Elle a mangé lentement, puis m'a regardé, les yeux brillants. Jeune homme, cela me rappelle la cuisine de ma mère. Tu as cuisiné ça avec ton âme, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Des moments comme celui-là rendaient tout ça valable. Lentement, j'ai construit un groupe de clients réguliers. Des employés pendant leur pause déjeuner, des familles en promenade le soir, des étudiants qui avaient envie de nourriture bon marché et délicieuse.
Ils ont commencé à m'appeler le gars des tacos. Mais cette fois, le nom n'était pas une moquerie. C'était un signe que je créais quelque chose de significatif. J'ai aussi appris à naviguer dans les défis. Quand j'étais chassé d'un endroit, j'en trouvais un nouveau, même si cela signifiait conduire plus loin. Quand les prix des ingrédients augmentaient, je négociais avec les vendeurs du marché, apprenant à acheter en gros pour économiser. Quand le camion tombait en panne, j'ai appris à le réparer moi-même, les mains couvertes de graisse, même si cela prenait toute la journée. Je n'avais personne sur qui compter, mais j'avais le carnet de ma grand-mère, et chaque fois que je l'ouvrais, je sentais sa présence à mes côtés, murmurant « Tu peux le faire, Chess ». Ces années ont été une épreuve brutale. Parfois, je pensais que je m'effondrerais, que je n'étais pas assez fort pour continuer. Mais chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais de ma grand-mère, de son sourire, du carnet qu'elle avait écrit avec soin pour moi. Je me rappelais ces paroles, un bon plat ne nourrit pas seulement l'estomac, il nourrit l'âme. Je voulais que ma nourriture fasse cela, pas seulement pour les clients, mais pour moi-même. Je voulais nourrir mon âme, aussi cicatrisée soit-elle. Progressivement, j'ai trouvé mon équilibre. J'ai obtenu quelques places de parking régulières et me suis construit une clientèle fidèle. J'ai perfectionné mes plats, créant une sauce spéciale, une variation du molle de ma grand-mère avec une touche d'orange et de chipotle. Cela rendait les clients fous. Les revenus ont commencé à augmenter, bien que ce soit encore serré. Je ne mangeais plus de pain sec tous les soirs, mais je vivais frugalement, investissant chaque centime dans l'entretien du camion et l'achat de meilleurs ingrédients. Je ne savais pas que quelques années plus tard, une grande opportunité se présenterait, ouvrant des portes vers de nouveaux horizons. Mais dans ces jours difficiles, je savais seulement que je devais continuer à cuisiner, continuer à enregistrer les fois où j'étais oublié, et garder allumée la flamme que ma grand-mère avait allumée en moi. C'est ainsi que j'ai survécu. Comment j'ai transformé la douleur en force. Et comment j'ai commencé à me faire un nom. Chestil, le gars des tacos qui n'a jamais abandonné. 4 ans s'étaient écoulés depuis mon départ de chez moi, et j'avais appris que le succès n'est pas facile, mais qu'il n'est pas impossible. À 23 ans, j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Mon food truck rouge, bien que vieux et rayé, était devenu un élément familier de Corpus Christi. Les clients venaient non seulement pour la nourriture délicieuse, mais aussi pour l'histoire que je racontais à travers chaque plat. Des recettes d'inspiration mexicaine de ma grand-mère, adaptées aux goûts locaux. Parmi elles, une chose a tout changé. Ma sauce spéciale. Je l'ai appelée salsa de Teresa, une variation du molle de ma grand-mère infusée de zeste d'orange frais, de chipotle fumé et d'une touche de cannelle pour un équilibre parfait entre épicé, sucré et riche. J'ai passé des mois à expérimenter dans la cuisine exiguë du camion, jetant d'innombrables lots pour avoir été trop épicé, trop sucré, ou manquant de l'âme que je voulais. Mais quand je l'ai perfectionné, les clients sont devenus fous. Ils faisaient la queue plus longtemps, commandaient des assiettes supplémentaires juste pour avoir plus de sauce, et certains demandaient si je la vendais en bocaux. Guy des tacos, est-ce de la magie, a ri un client régulier, tenant une assiette de tacos sauce. J'ai juste souri, mais intérieurement, je savais que ce n'était pas de la magie. C'était l'amour de ma grand-mère versé dans chaque goutte. Grâce à la salsa de Teresa, l'activité a décollé. Les revenus ont augmenté régulièrement, et j'ai économisé suffisamment pour acheter un autre camion, puis un autre. En quelques mois, j'ai étendu mon activité à 5 food trucks rouges opérant à travers Corpus Christi et les villes voisines. J'ai embauché quelques employés, de jeunes gens passionnés qui aimaient cuisiner autant que moi, et je leur ai enseigné les recettes de ma grand-mère. Bien que j'ai gardé la salsa de Teresa secrète, je ne dormais plus dans le camion ni ne mangeais de pain sec tous les soirs. J'ai loué un petit appartement, suffisant pour un lit décent, bien que je passe encore la plupart de mon temps dans le camion à cuisiner et à interagir avec les clients. Chaque jour, j'ouvrais le carnet de ma grand-mère, lisais ses recettes, et sentais sa présence quelque part, fier de moi. Les médias locaux ont commencé à remarquer. Un jour, une journaliste du Corpus Christi LA Times s'est arrêtée, a goûté mes enchiladas, et a demandé si elle pouvait écrire sur le gars des tacos qui prenait la ville d'assaut. J'ai rougi, peu habitué à l'attention, mais j'ai accepté. L'article est sorti avec le titre « Du camion au cœur, le voyage culinaire de Chestil ». Il détaillait mon histoire, comment j'avais abandonné l'université pour poursuivre ma passion, les plats mexicains que j'avais appris de ma grand-mère. L'article s'est répandu plus vite que je ne l'avais prévu.
Les foules se sont multipliées et les chaînes de télévision locales m'ont invité dans des émissions matinales. Je me tenais devant les caméras, les mains tremblantes alors que je tenais une poêle. Mais j'ai partagé mon histoire sur ma grand-mère, mon rêve, et comment je voulais apporter de la joie à travers chaque plat. Cuisiner n'est pas juste un travail, ai-je dit dans une interview. C'est ma façon de garder ma grand-mère en vie. Mais même lorsque les projecteurs ont commencé à briller, je me suis senti seul. Je continuais à tenir mon carnet des oubliés, enregistrant les fois où ma famille m'avait négligé. Ce Thanksgiving, j'ai vu des photos de mes parents, Paige et Eric en ligne, rayonnant lors d'une réunion de famille. Pas d'invitation, ai-je écrit, serrant le stylo fermement. Pour l'anniversaire d'Eric, j'ai envoyé un SMS lui souhaitant le meilleur. Pas de réponse. Pas de retour, ai-je ajouté. Chaque entrée était une blessure, mais je ne les ai pas laissés me décourager. J'ai transformé la douleur en moteur, versant mon cœur dans mon travail. À 24 ans, une opportunité plus grande que tout ce que j'avais imaginé est arrivée. MasterChef US. J'ai vu l'appel à casting en ligne pour la prestigieuse compétition culinaire où des chefs talentueux de toute l'Amérique se battaient pour devenir une star. J'ai ricané, pensant que je n'avais aucune chance. J'étais juste un gars de food truck sans diplôme, sans formation culinaire formelle. Mais une partie de moi, celle qui entendait encore les murmures de ma grand-mère, m'a poussé à essayer. Si tu n'essaies pas, comment sauras-tu jusqu'où tu peux aller, me suis-je dit. J'ai soumis une candidature avec une courte vidéo de moi cuisinant les chili-relleno de ma grand-mère, partageant mon parcours. Je ne m'attendais pas à grand-chose, je pensais juste qu'au moins j'avais osé essayer. Un mois plus tard, j'ai reçu un email des organisateurs. J'étais sélectionné pour le tour préliminaire à Houston. J'ai été stupéfait, relisant l'email incrédule. Le jour de l'audition, je me suis tenu au milieu de dizaines de concurrents, diplômés d'écoles culinaires, chefs de restaurants chics, des gens débordant de techniques polies. Dans ma chemise usée, tenant une boîte de tacos al pastor avec salsa de Teresa. Je me sentais comme un étranger. Quand ce fut mon tour, je me suis approché, et placé mon plat devant 3 juges renommés, et ai partagé mon histoire. Ma grand-mère, le camion, comment chaque plat était un fragment de mémoire. J'ai vu leurs sourcils se lever, incertains si c'était de la surprise ou du scepticisme. Puis ils ont goûté la nourriture. Silence. Le chef juge, un chef connu pour son regard perçant, a mâché lentement, puis m'a regardé. « Où avez-vous appris à cuisiner ça ?» a-t-il demandé. J'ai répondu, la voix tremblante, de ma grand-mère dans sa petite cuisine à Ropstone. Il a hoché la tête et puis un miracle s'est produit. Ils m'ont félicité. Cette sauce est un chef-d'œuvre, a dit un autre juge. Vous avez une histoire et ce plat la raconte parfaitement. J'ai passé le tour préliminaire, puis le suivant et le suivant. Chaque tour, j'apportais un des plats de ma grand-mère réimaginés à ma manière. Et chaque fois, je gagnais les juges, pas seulement par le goût, mais par le cœur que j'y mettais. Le parcours de MasterChef n'a pas été facile. J'ai affronté des défis épuisants. Cuisiner des plats français que je n'avais jamais essayés, préparer des desserts dont je ne savais pas par où commencer, ou créer des assiettes de haute cuisine sous des délais serrés. Parfois, je voulais abandonner, sentant que je n'étais pas à ma place. Mais chaque fois que j'ouvrais le carnet de ma grand-mère, lisais ces mots, « Cuisine avec ton cœur », et j'ai continué. J'ai partagé mon histoire dans chaque épisode, et les téléspectateurs ont commencé à m'aimer. Pas parce que j'étais le meilleur chef, mais parce que j'étais moi-même, un gars des tacos avec un grand rêve. La finale a été un tourbillon d'émotions. J'ai affronté un jeune chef new-yorkais avec une technique impeccable et une confiance de tous les instants. Le défi était de créer un menu de 3 plats qui me représentaient. J'ai fait un sopa de fideo en entrée, des chili-relleno avec salsa de Teresa en plat principal et un caramel flan avec une touche d'orange en dessert. Tous inspirés par ma grand-mère. Alors que les juges goûtaient, je me tenais là, le cœur battant, les mains tremblant tellement que je les ai cachées dans mes poches. Ils étaient silencieux. Puis le chef juge s'est levé, m'a regardé et a dit, « Chase, tu as apporté ton âme à cette table. C'est de la vraie cuisine. » Quand ils m'ont annoncé gagnant, je me suis effondré sur mes genoux, les larmes coulant. J'avais réussi. J'avais tenu ma promesse à ma grand-mère. Après MasterChef, les médias m'ont surnommé la star culinaire du food truck. Articles, interviews,
et offres de collaboration ont afflué. J'étais submergé de joie. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seulement reconnu. J'étais aimé, célébré, recherché. Ceux qui se moquaient de moi autrefois, qui me traitaient de gars des tacos avec mépris, me regardaient maintenant avec admiration. Gagner MasterChef n'a pas seulement apporté la gloire. Cela a ouvert des portes que je n'avais jamais osé rêver. Des investisseurs ont commencé à m'approcher. Des gens en costumes élégants parlant avec enthousiasme des opportunités et du personal branding d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. L'un d'eux, James Carvey, un titan de la scène culinaire de Miami, m'a invité dans un restaurant chic pour parler affaires. Je suis entré, portant toujours ma chemise usée et mes chaussures éraflées, me sentant déplacé parmi les verres à vin et les nappes blanches immaculées. Carvey m'a regardé, a souri, et a dit, « Chase, tu as une histoire, un talent, et quelque chose que personne d'autre n'a. La salsa de Teresa. Je veux t'aider à en faire un empire. » Stupéfait, j'ai hoché la tête. Et ce hochement de tête a tout changé. À 25 ans, j'ai ouvert mon premier restaurant, Chase's Cocina, situé au cœur de Miami. C'était un lieu spacieux avec des murs peints du même rouge vif que mon premier food truck. Le menu mélangeait les plats mexicains traditionnels de ma grand-mère avec mes propres créations, la salsa de Teresa étant la star éclatante. Les clients affluaient, des amateurs de cuisine occasionnelle aux critiques exigeants. Ils venaient non seulement pour la nourriture, mais aussi pour mon histoire. Un gars de food truck renié par sa famille, maintenant au sommet. Les articles ont qualifié Chase's Cocina de souffle d'air frais de cuisine mexicaine en Amérique, et j'ai été à nouveau salué comme l'étoile du food truck. Le succès est venu plus vite que je ne l'avais imaginé. En 2 ans, j'ai ouvert 3 autres restaurants. Un à Miami, un à Austin, et un à Los Angeles. Chacun était une étape importante, un rappel que j'avais accompli ce que mes parents avaient autrefois qualifié de stupide. J'ai fait équipe avec des investisseurs majeurs qui m'ont aidé à passer à l'échelle supérieure. De la construction des chaînes d'approvisionnement à l'embauche de chefs talentueux, j'ai gardé la salsa de Teresa secrète, préparant personnellement les premiers lots pour chaque restaurant, un moyen de garder ma grand-mère présente. Les clients l'adoraient, et les critiques culinaires écrivaient de longues critiques disséquant les couches de saveur de ma sauce. L'un d'eux l'a même qualifié de symphonie d'émotions. Et j'ai souri, pensant que ma grand-mère devait rire de bon cœur quelque part au paradis. Ma richesse a augmenté rapidement, au-delà de tout ce que j'avais imaginé. À 29 ans, j'avais plus de 100 millions de dollars, un chiffre qui me stupéfiait chaque fois que j'y pensais. J'ai déménagé de mon petit appartement de Corpus Christi à un penthouse à Miami avec des fenêtres donnant sur l'océan scintillant. J'ai acheté une nouvelle voiture, non pas pour frimer, mais parce que j'étais fatigué de réparer le vieux camion. Je suis apparu dans des émissions de télévision nationale, de Good Morning America à Food Network, cuisinant pour des millions de personnes et partageant mon histoire sur ma grand-mère et mon parcours. J'ai reçu des milliers de messages de jeunes disant que je les avais inspirés à poursuivre leurs rêves malgré leur famille peu soutenante. Chaque message était une bombe pour mon cœur, mais pas assez pour effacer l'ancienne douleur. Malgré le fait d'être adoré par des millions de personnes, je n'avais jamais repris contact avec mes parents, Paige ou Eric. Je savais qu'ils m'avaient vu aux informations, à la télévision, ou du moins entendu parler de mon succès par des collègues ou des voisins. Les gens de Corpus Christi parlaient de moi comme d'une source de fierté. Je gardais discrètement un œil sur ma famille. Paige était maintenant une jeune avocate prometteuse, et Eric étudiait pour devenir médecin, comme mes parents l'avaient prévu. Je les voyais sur les réseaux sociaux dans des photos de famille parfaite, toujours sans moi. Je gardais mon carnet des oubliés, bien que je l'écrive moins souvent. Mais chaque fête, Noël, Thanksgiving, ou leurs anniversaires, je l'ouvrais, regardais les anciennes entrées, et ressentais un vide que je ne pouvais pas combler. Certaines nuits, debout seul dans mon penthouse, contemplant l'océan, je me demandais si j'étais vraiment heureux. J'avais tout, l'argent, la célébrité, la reconnaissance, mais je me sentais toujours seul. Les cicatrices de mon passé ne s'effaçaient pas. Je portais la douleur d'avoir été renié, oublié, considéré comme un raté. Je n'ai pas contacté ma famille, non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'avais peur. Peur qu'ils me voient toujours comme un étranger. Peur qu'ils ne comprennent jamais le feu que ma grand-mère avait allumé en moi. Je me disais que je n'avais pas besoin d'eux, que j'avais construit une vie sans eux. Mais au fond, je savais que j'espérais toujours le jour où ils me regarderaient et diraient « Chase, nous avions tort.
Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Tard cette année-là, alors que j'étais dans mon restaurant principal à Miami en train de revoir le menu de la saison des fêtes, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, mais l'indicatif régional provenait de Corpus Christi. J'ai hésité, pensant que c'était peut-être un ancien client ou un fournisseur. Mais lorsque j'ai répondu, la voix à l'autre bout m'a arrêté net. « Chase » dit ma mère, Carol Steele, doucement, son ton hésitant. « Est-ce que tout va bien ?» J'ai failli laisser tomber le téléphone. Cela faisait plus d'une décennie que je n'avais pas entendu sa voix. J'ai répondu, ma voix sèche. « Je vais bien. »« Pourquoi appelez-vous » Elle a fait une pause, puis a dit, « Nous aimerions vous inviter au dîner de Noël. » Cela fait longtemps. La famille veut vous voir. Je suis devenu silencieux, incertain de la façon de répondre. Cette invitation, après plus de 10 ans d'être mis à l'écart, est arrivée comme une pierre lancée dans le lac calme de ma vie. Je vais y réfléchir, ai-je dit, puis j'ai raccroché, le cœur battant. L'invitation m'a plongé dans le tumulte. Une partie de moi voulait refuser, continuer à vivre ma vie sans regarder en arrière. Mais une autre partie, celle qui portait encore le garçon qui aspirait à l'amour de sa famille, voulait y aller. J'ai ouvert mon carnet des oubliés, fixant les entrées fanées. Chaque ligne était une coupure, et je me demandais si j'avais le courage de retourner dans la maison qui m'avait autrefois rejeté. Puis j'ai pensé à ma grand-mère, ces mots résonnants, « Pardonne, Chase, mais n'oublie pas. » J'ai décidé d'y aller, non pas pour me réconcilier, mais pour les confronter ainsi que moi-même. Le jour de Noël, j'ai conduit jusqu'à Corpus Christi, non pas dans mon vieux food truck rouge, mais dans un élégant SUV noir. Je portais un simple costume, mais j'avais mon carnet de recettes de ma grand-mère et le carnet des oubliés dans ma poche. Alors que je me garais devant la vieille maison où j'avais grandi, un sentiment étrange m'a envahi. La maison avait l'air la même, avec sa clôture en piquet blanc et un arbre de Noël scintillant dans la cour. Mais ce n'était plus ma maison. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai frappé, et je me suis préparé à ce qui allait arriver. Ma mère a ouvert la porte, son sourire tendu mais chaleureux. « Chase, tu es venu, dit-elle, me serrant dans ses bras. » Je n'ai pas rendu le geste. Mon père, Anthony Steele, se tenait dans le salon, aussi grand et imposant que jamais, mais ses yeux avaient une nuance plus douce. Paige et Eric étaient là, tous deux adultes, vêtus de vêtements coûteux. Paige, maintenant une avocate prospère, avait les cheveux relevés et un sourire confiant. Eric, dans sa dernière année de faculté de médecine, ressemblait étonnamment à notre père. Ils m'ont souri, et pour la première fois depuis plus d'une décennie, je me suis senti le bienvenu. Ou du moins, ils essayaient de le faire paraître ainsi. Le dîner de Noël a eu lieu dans la grande salle à manger avec une table recouverte de linge blanc et des bougies vacillantes. L'odeur de la dinde rôtie et de la purée de pommes de terre emplissait l'air, mais je ne pouvais m'empêcher de penser au dîner de Noël de ma grand-mère avec des tamales et du pozole débordant d'amour. Tout le monde bavardait joyeusement, me demandant de Masterchef, de ma chaîne de restaurants, de ma vie à Miami. « Tu nous as rendus si fiers, Chase » a dit mon père, sa voix profonde et lourde. Paige a hoché la tête, ajoutant, « J'ai regardé ta finale à la télévision. » C'était incroyable. Eric, plus silencieux, a juste souri et hoché la tête. J'ai donné des réponses courtes, gardant un extérieur calme, mais à l'intérieur, une tempête se préparait. Il m'admirait, ou du moins faisait semblant. Mais je ne pouvais pas oublier les années où ils m'avaient tourné le dos. Les fois où ils avaient qualifié mon rêve de stupide, les fois où ils m'avaient laissé affronter ma douleur seule. Je les regardais sourire et parler, mais dans mon esprit, j'entendais la voix de ma grand-mère. « N'oublie pas, Chase. » Je savais qu'il voulait quelque chose, et je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le découvrir. À mi-chemin du dîner, alors que tout le monde levait ses verres à vin, ma mère s'éclaircit la gorge, jeta un coup d'œil à mon père, puis se tourna vers moi. « Chase, dit-elle, sa voix douce mais prudente. Nous sommes si fiers de ce que vous avez accompli. Vous avez bâti une carrière incroyable. » J'ai hoché la tête, attendant. Eric prévoit d'ouvrir une clinique à Houston après avoir obtenu son diplôme, a-t-elle poursuivi. C'est un grand projet, mais il a besoin de financement et Paige veut créer son propre cabinet d'avocats. Nous pensions qu'avec votre succès, vous pourriez peut-être aider un peu vos frères et sœurs. La pièce devint lourde. J'ai posé mon verre, regardant ma mère, puis mon père, Paige et Eric.
Ils me regardaient tous, leurs yeux un mélange d'espoir et d'embarras. Mon visage rougit, non pas de colère, mais d'une douleur familière. Ils ne m'avaient pas invité pour me réconcilier. Ils m'avaient invité parce que j'étais maintenant chez Steele, le millionnaire culinaire qui pouvait les aider. J'ai souri, mais c'était un sourire de glace. J'y réfléchirai, ai-je dit calmement. Mais intérieurement, j'avais déjà ma réponse. Après le dîner, alors que tout le monde se déplaçait dans le salon pour ouvrir les cadeaux, je me suis doucement levé, sortant un carnet de ma poche. Pas le livre de recettes de ma grand-mère, mais celui des oubliés où j'avais enregistré chaque fois que ma famille m'avait écarté. J'ai pris une profonde inspiration, me suis avancé au centre de la pièce, et ai dit, avant d'ouvrir les cadeaux, je veux partager quelque chose. Ils m'ont regardé, curieux. J'ai ouvert le carnet, ma voix calme, mais ferme. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est la première fois depuis 12 ans que je m'assois ici en famille. Mais je pense que vous avez tous besoin d'entendre quelque chose. J'ai commencé à lire chaque entrée, un souvenir douloureux. Le jour où grand-mère est morte, personne ne me l'a dit. J'ai appris par Rosa 3 semaines après l'enterrement. Ma mère a sursauté, la main couvrant sa bouche, mais je n'ai pas arrêté. Votre 25e anniversaire, pas d'invitation. Noël pendant 11 années consécutives, pas d'invitation. Thanksgiving pendant 12 années consécutives, pas d'invitation. Les anniversaires de Paige, les fêtes d'Eric, de maman, pas une seule invitation, pas un seul SMS. J'ai lu lentement, chaque ligne comme une lame, coupant non seulement eux, mais moi. La pièce est devenue étouffante, comme si le monde retenait son souffle. Mon père a baissé la tête, serrant son verre. Ma mère me regardait, les yeux rouges. Paige et Eric sont restés figés, leur regard oscillant entre le choc et la honte. Je l'ai tout écrit, ai-je dit, ma voix chargée d'émotion. Pas pour la vengeance, mais pour me rappeler que j'ai survécu même sans aucun de vous. J'ai tout construit à partir de rien avec le carnet de grand-mère et un rêve que vous avez qualifié de stupide. Et maintenant que je réussis, vous m'invitez, non pas pour vous excuser, mais pour me demander de l'argent. Silence. Personne n'a parlé. J'ai fermé le carnet, les regardant une dernière fois. Je ne peux pas vous aider, ai-je dit, ma voix douce mais résolue. Non pas parce que je n'ai pas les moyens, mais parce que je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je me suis retourné, j'ai quitté la maison, et je les ai laissés dans un silence pesant. Dehors, l'air était glacial et de petites flocons de neige ont commencé à tomber. J'ai grimpé dans mon SUV, mon regard s'attardant sur la maison, ses lumières scintillantes maintenant vides pour moi. Je n'ai pas pleuré, mais mon cœur me faisait mal. Je savais que j'avais fait la bonne chose, mais cela n'a pas diminué la douleur. J'ai conduit en emportant le carnet de recettes de ma grand-mère et celui des oubliés, sachant que mon voyage était loin d'être terminé. Les rues de Corpus Christi scintillaient sous la lueur des lampadaires et une fine couche de neige. J'ai traversé des routes familières, celles sur lesquelles j'avais fait du vélo quand j'étais enfant, rêvant de plats dans la cuisine de ma grand-mère. Mais maintenant, cette ville n'était plus chez moi. Ma maison était dans les cuisines de Tcheses Cocina, l'odeur du chipotle et de la coriandre fraîche, le feu que ma grand-mère avait allumé en moi. Je n'avais pas de plan précis en quittant le dîner de Noël, mais mes pieds m'ont mené à l'endroit où je savais que je devais aller, le cimetière où reposait ma grand-mère Teresa. Je me suis garé près de la route menant à la petite colline. La neige tombait plus fort, recouvrant la terre froide. J'ai marché, mes chaussures coûteuses s'enfonçant dans la terre molle, serrant le carnet de recettes de ma grand-mère. Sa tombe est apparue devant moi, simple mais sereine, avec une pierre tombale gravée. Teresa Maria González. Je me suis agenouillé, posant ma main sur la terre froide, sentant comme si elle était encore là quelque part dans l'air, dans les souvenirs que j'avais gardés pendant 12 ans. Mamie, ai-je murmuré, ma voix rauque, j'ai réussi. J'ai apporté ta cuisine au monde comme tu as dit que je le pouvais, mais je suis si fatigué. Les larmes ont roulé sur mes joues, chaudes contre le froid hivernal. Je lui ai raconté tout sur ma victoire à MasterChef, la chaîne de restaurants, les nuits solitaires dans mon Penthouse donnant sur la mer. Et je lui ai parlé du dîner de Noël, de la façon dont j'avais confronté ma famille, du carnet des oubliés et des entrées gravées dans mon âme. Je ne sais pas si je peux leur pardonner, ai-je dit, la voix brisée. Mais je sais que tu voudrais que je continue. Tu as toujours dit de pardonner, mais de ne pas oublier.
J'essaie, mamie. J'ai ouvert son carnet de recettes à la dernière page où elle avait écrit une courte note. Chase, tu es ma lumière. Laisse cette lumière briller, peu importe à quel point le monde devient sombre. J'ai souri à travers les larmes, la sentant juste là, me serrant dans ses bras comme ces journées d'été à Ropstone quand j'étais un garçon avec des mains couvertes de farine de maïs. Je continuerai, mamie. Je promets de ne pas laisser le feu que tu as allumé s'éteindre. Assis près de sa tombe, j'ai pensé à mon parcours, d'un garçon étiqueté comme un raté à un homme qui a bâti un empire grâce à son amour de la nourriture. J'ai pensé aux leçons que ma grand-mère et la vie m'avaient apprises. J'ai réalisé que la passion est un feu que personne ne peut éteindre si on y croit. J'avais choisi mon chemin malgré le rejet familial, malgré les doutes du monde. Je m'étais relevé maintes et maintes fois parce que je croyais aux rêves que ma grand-mère avait plantés en moi. Et j'ai réalisé que le pardon est un voyage, pas une destination. Je n'étais pas prêt à pardonner complètement à mes parents, Paige ou Eric. Les cicatrices qu'ils avaient laissées restaient dans le carnet des oubliés et dans mon cœur. Mais j'apprenais à lâcher prise, non pas pour eux, mais pour moi-même. Je ne voulais pas vivre avec de l'amertume pour toujours. Ma grand-mère a dit un jour, un bon plat a besoin d'équilibre. La vie aussi, Chase. J'essayais de trouver cet équilibre entre la douleur et l'espoir, entre le passé et le futur. Je me suis levé, j'ai essuyé mes larmes, et j'ai déposé une petite fleur près de sa tombe. Une marguerite blanche, sa préférée. Merci, mamie, ai-je dit, ma voix plus assurée. Je continuerai à te rendre fier. J'ai remonté vers ma voiture, me sentant plus léger, comme si un poids avait été soulevé. La neige tombait toujours, mais elle ne semblait plus si froide. J'ai vu un flash d'appareil photo au loin, probablement un journaliste qui m'avait repéré, comme il le faisait souvent. Mais cette fois, je m'en fichais. Je ne fuyais pas les projecteurs ni mon passé. J'étais Chase Steele, et j'avais trouvé ma lumière. Alors que je m'éloignais du cimetière, j'ai pensé aux conseils que je partagerais avec quiconque se bat pour son rêve, comme je l'ai fait autrefois. Croyez en vous-même, même lorsque personne d'autre ne le fait. Votre rêve en vaut la peine, peu importe ce que le monde dit. Trouvez un feu, une personne, un souvenir, une raison pour vous faire continuer quand les choses deviennent difficiles. Pour moi, c'était ma grand-mère et son carnet. La vie n'est jamais facile. Mais lorsque vous mettez votre âme dans ce que vous faites, vous trouverez un sens même dans les jours les plus sombres. J'ai repris la route vers Miami, les lumières de la ville émergeant devant moi comme une promesse de ce qui m'attendait. Mon voyage n'était pas terminé. Et je savais que même par les froides journées enneigées, la lumière de ma grand-mère me guiderait toujours.